plaît, aidez-moi à accueillir chaleureusement l'honorable juge de la Cour d'appel de l'Espagne, monsieur l'honorable juge Pasquale Ortuno. Bonjour, messieurs et madame. Vraiment, en Europe, c'est un modèle qui nécessite de profondes réformes. La gestion des ruptures familiales en Europe, même quand elle présente des réalités très différentes selon les divers États qui l'intègrent, a expérimenté en peu d'années une transition très importante. Traditionnellement, ces conflits appartiennent à la sphère privée et étaient gérés par les structures sociales de base, fondamentalement par la famille entendue dans un sein patriarcal et par les valeurs de culture religieuse dominantes. Dans certains pays de l'Europe, comme ceux du bassin méditerranéen, les litiges familiaux étaient confiés à des tribunaux religieux, comme la curie ecclésiastique catholique, les tribunaux islamiques de la charia ou les rabbins judaïques. Le divorce n'était pas admis dans une grande partie du territoire et, en tout cas, il était soumis à d'importantes restrictions basées sur les critères de la culpabilité. Aujourd'hui, le conflit de la famille est singulièrement lié aux conséquences des ruptures familiales pour les enfants mineurs. On était attribué exclusivement à la compétence des tribunaux civils. Sans la tradition divorciste qui existe dans notre pays, on a choisi pour ce transfert de compétences d'assimiler la gestion procédurale aux méthodes traditionnelles de poursuite qui, de notoriété, étaient conçues pour des conflits économiques ou patrimoniaux dans le domaine de la juridiction civile et pour la persécution et le châtiment des délinquants dans les juridictions pénales. Dans les deux cas, les méthodes est notoriément inappropriée. Quand se rompent les relations entre les enfants et le père ou la mère, il n'y a pas d'instrument utile dans la juridiction. Et les mesures liées au phénomène de la violence domestique, essentiellement contre les femmes, ou de la violence des enfants adolescents contre leurs progéniteurs, ne sont pas plus efficaces. En premier lieu, il y a un manque de profondeur dans l'analyse des causes, dans les diagnostics et dans les politiques sociales qui sont de notoriété insuffisantes et unidirectionnelles. En second lieu, il n'existe pas non plus de lignes rigoureuses dans le domaine de la formation, ni de projection d'une culture juridique adéquate de la part des universités. En général, le monde académique ne remplit pas son rôle pour favoriser un système qui doit être d'une part très spécialisé et d'une part d'un caractère clairement plus disciplinaire. Il n'y a pas de recherche juridique importante. Il n'y a pas de masters spécialisés. La doctrine est très limitée. Ne se sont pas formées les alliances interdisciplinaires nécessaires pour aborder et étudier cette problématique, ni les manifestations graves des phénomènes de la violence structurelle intrafamiliale, ni de l'impact de la cohabitation de divers modèles culturels que l'immigration a apportés. Dans le domaine du droit positif, les normes de la procédure familiale devraient fournir aux opérateurs juridiques les instruments spécifiques, spéciaux et suffisants pour que le juge de la famille, avec les équipes spécialisées dans les matières correspondantes, puisse aborder avec efficacité les conflits délicats qui surgissent après les ruptures familiales dans les relations de père et de mère avec leurs enfants. Ces normes devraient aussi avoir une incidence sur la manière de travailler les avocats avec la précaution d'une spécialité propre pour le domaine de la famille et des mineurs, pour dépasser la conception primitive que leur fonction est celle de faire gagner le litige à leurs clients à n'importe quel prix. Nous avons eu un but important avec la jurisprudence du Tribunal européen des droits de l'homme. L'activité récente du Tribunal européen a eu une incidence sur les aspects relatifs
au droit des mineurs à maintenir les liens affectifs avec le lignées de leur famille, la maternelle et la paternelle, avec les condamnations réitérées aux États membres quand ils ne sont pas organisés de manière efficace pour que ces relations ne se rompent pas. Effectivement, la résolution judiciaire qui résout les controverses dans ce domaine ne doit pas signifier le point final de la fonction juridictionnelle. Au contraire, le système judiciaire doit adopter les mesures pour sauvegarder les intérêts des enfants dans le but de faciliter la meilleure qualité possible des relations entre les mineurs et leurs deux progéniteurs et avec leur environnement familial. À partir de ces postulats, s'impose l'obligation des tribunaux de réaliser un suivi des mesures établies par les jugements et les résolutions judiciaires au regard des relations de parentalité et quand il existe une conflictivité spéciale, s'impose l'adoption des mesures ad hoc nécessaires en tenant compte des circonstances concomitantes, spécialement la stabilité et les bénéfices des mineurs et des moyens dont dispose le même tribunal résolutoire. Il est habituel que l'intervention des avocats en défense de leurs clients termine après la notification du jugement définitif, même si dans les cas familiaux, il est fréquent que les conflits subjacents n'aient pas été solutionnés par la décision judiciaire. Parfois, il se produit le contraire, c'est-à-dire un aggravement des tensions dérivées du sentiment de défaite ou de victoire de l'une ou de l'autre partie. Dans ces situations, lorsque les enfants sont en position de prendre parti pour l'un des parents ou sont en désaccord avec la décision judiciaire, il y a un risque sérieux que les relations se rompent pour toujours. Les instruments juridiques traditionnels sont insuffisants. La protection pénale du respect des visites n'a pas d'effet dissuasif, car les enfants ont leur propre système de valeurs et l'ouverture des procédures de caractère criminel ou l'imposition d'amende aggrave même la désaffection qui apparaît habituellement dans ces cas contre un des progéniteurs. Les points de rencontre, l'intervention des équipes psychosociales ou la médiation sont des instruments utiles, mais ils ne sont pas les seuls que le tribunal peut utiliser. Parfois, il est nécessaire d'établir des mesures alternatives telles que le suivi d'un processus thérapeutique, c'est le cas de contrôle analytique en cas de toxicomanie, l'assistance des parents qui jouissent d'une autorité suffisante entre les deux parties, oncles ou grands-parents, ou l'intervention des éducateurs des centres d'enseignement. Parmi les méthodes les plus utiles, la nomination d'un coordinateur de parentalité se distingue en droit comparé depuis quelques années. Avant tout, la stabilité et l'intérêt des mineurs doivent être recherchés, même s'il est courant dans certains de ces cas que l'attitude de l'enfant répugne à collaborer et qu'il soit nécessaire de lui faire comprendre qu'il doit respecter l'accomplissement des normes qui sont établies par le tribunal qui a déjà évalué quel est son meilleur intérêt. Les indicateurs de risque plus importants à prendre en compte sont les suivants. En premier lieu, l'assistance des violences ou d'autres types de mauvais traitements. En second lieu, l'incidence de la dépendance à la drogue ou à l'alcool. Aussi, les risques de soustraction des mineurs. D'autre part, les liens pathologiques d'attachement obsessionnel. L'éloignement prolongé avec l'un des parents, ou la transition entre les modèles de garde, d'individuel à partager ou de partager individuel. L'infrastructure de soutien à la disposition des parents, l'imputation de la culpabilité à l'un ou de l'innocence à l'autre dans la rupture, l'absence de compétences pour gérer la relation après la rupture, ou les problèmes dérivés des conflits relatifs au logement familial. Les instruments
auxiliaires que les tribunaux européens installent pour ces cas sont diverses, comme chez vous, probablement. En premier lieu, c'est la médiation. Généralement, les équipes psychosociales des tribunaux n'interviennent en tant qu'experts que pour faire des avis lors de la procédure, mais sans participation à la phase d'exécution du jugement. Mais dans de nombreux cas, les spécialistes des équipes techniques de soutien judiciaire connaissent déjà la réalité des familles, puisqu'ils sont intervenus pour faire les rapports psychosociaux préalables. En conséquence, ils peuvent être les meilleurs techniciens pour faire un suivi spécifique, surtout lorsque les parents ont pris certains engagements ou lorsque les mineurs ont établi une bonne relation avec les techniciens de référence. Le nouveau modèle d'intervention préconisé requiert d'approfondir pour chaque cas et pour chaque individu parce que c'est le moyen le plus efficace d'obtenir les objectifs dans le plus bref délai. Grâce à cette intervention spécifique, on prétend aider l'évolution personnelle saine de chacune des parties du conflit père, mère et enfant, leur permettant de faire face aux angoisses, aux changements, aux deuils, etc., qu'ils traversent et de les métaboliser. Les techniciens spécialisés de ces équipes psychosociales doivent effectuer des fonctions de soutien, favorisant la pensée et la réflexion. En définitive, donner du sens et de nouvelles significations à la situation qu'ils traversent. En second lieu, je parlerai de l'intervention des points de rencontres familiaux. Les points de rencontre familiaux sont un élément auxiliaire de l'action des tribunaux. Leur but est de leur fournir un moyen approprié pour faciliter la remise et la récupération des enfants mineurs en cas de conflit grave du couple et de faciliter les réunions des parents avec les enfants quand il y a des problèmes dans la relation filiale, paternelle ou maternelle pour les raisons très différentes. Les points de rencontre familiaux offrent temporairement un lieu ou un espace idéal et neutre où faire des visites et des rencontres de l'enfant avec sa famille. Par conséquent, le point de rencontre familiaux est une ressource sociale spécialisée pour l'intervention des situations de conflit familial dans lesquelles la relation des mineurs avec un des parents ou d'un membre de leur famille est interrompue ou est difficile à développer. Le but de son intervention et son objectif principal est la normalisation de la situation de conflit. La coordination de parentalité, c'est un autre instrument. Vous le connaissez bien. La coordination de parentalité, c'est l'un des instruments qui s'avérait le plus efficace en droit comparé, en particulier en États-Unis et ici au Canada. Son introduction nécessite l'existence des spécialistes dans ce domaine, puisque sa fonction est diversifiée et basée sur la gestion des techniques multidisciplinaires. Ce modèle est basé sur le fait que dans de nombreuses familles, la rupture de la relation entre parents implique la nécessité de nouveaux modèles de comportement dont la mise en œuvre nécessite un niveau minimum de collaboration ou de compréhension qui dépasse leur propre capacité, de sorte qu'il est courant, en particulier dans la phase de mise en œuvre, qu'il y ait une escalade de conflits qui ne peuvent être contrôlés par les propres moyens personnels des intérêts et des enfants. Lorsque se termine la démarche de la procédure judiciaire contentieuse devant les tribunaux, une étape plus difficile commence, qui est la phase d'exécution du jugement. Dans de nombreux cas, les citoyens se trouvent dans une position difficile, car après la bataille, ils se retrouvent avec la réalité que certaines règles ont été imposées, ainsi que les normes par rapport aux enfants qui doivent être exécutées, même avec la persistance du conflit et même avec son aggravation.
Le coordinateur de parentalité, sous la forme dans laquelle il est compris dans les expériences qui sont actuellement développées en Europe, est un collaborateur des tribunaux et aussi des avocats en tant qu'expert en coparentalité conflictuelle, qui guide tous les membres de la famille afin d'être capable de transformer la relation précédente en une nouvelle relation basée sur le respect qu'il est nécessaire de générer et de consolider, spécialement au profit des enfants avec une perspective d'avenir. Nous parlons maintenant des situations à risque en cas de dépendance ou de maladie mentale d'un des parents. Les règles de conduite minimales requises dans les relations familiales sont établies en référence à un comportement fondamental tel que, par exemple, le respect de la vie, de l'intégrité physique des personnes, des soins dus aux enfants ou des obligations alimentaires de base. Cependant, les présupposés des faits sur lesquels les normes sont projetées reposent sur le fait que les personnes impliquées dans ces relations juridiques disposent d'une capacité de compréhension, d'une capacité de volonté et d'une représentation appropriée des conséquences de leurs actes. Ce que le législateur n'a pas prévu dans toutes ces dimensions, c'est la responsabilité exigée des personnes dont les comportements sont conditionnés par des pathologies du comportement. Dans le domaine d'action du droit punitif, c'est-à-dire lorsqu'il y a violation de la norme pénalement pertinente, la loi prévoit tout un système de circonstances atténuantes, aggravantes, ou même d'une imputabilité qui détermine une graduation de la responsabilité pénale pour ajuster la réponse judiciaire aux actions menées par des personnes qui manquent de la capacité suffisante pour leur attribuer la responsabilité de leurs actes. Les pathologies cliniques diagnostiquées ou qui sont évidentes à cause de leur symptomatologie externe génèrent généralement une problématique mineure, car dans les relations sociales auxquelles ces personnes participent, une sphère de protection a déjà été générée par les membres du groupe familial. Mais il y a d'autres cas qui ne sont pas diagnostiqués, ou fondamentalement, lorsque les comportements à risque pour les enfants sont basés sur une dépendance aux drogues ou l'alcool plus ou moins cachée, sur l'influence d'une maladie mentale moins évoluée. Pour tous ces cas, il est nécessaire d'abandonner le caractère contentieux des procédures familiales, car les situations de tension et d'angoisse qui peuvent y être générées créent un terreau qui conduit à des confrontations impitoyables entre les membres du groupe. Il est nécessaire, lorsqu'une de ces circonstances apparaît, d'introduire une intervention conjointe des psychologues, psychiatres, thérapeutes et travailleurs sociaux qui exercent leurs fonctions en coordination avec le juge et en donnant un certain sens thérapeutique à l'action des tribunaux. Le mouvement justice thérapeutique, jurisprudence thérapeutique en Europe, gère le projet intitulé « Respectez les droits de vos enfants ». Il s'agit d'un programme de soutien aux relations de parentalité après une crise familiale, afin de promouvoir l'utilisation de la médiation familiale dans les cas où l'on détecte depuis les tribunaux, dans toute phase de la procédure, l'existence de mineurs qui présentent un risque de perdre la relation avec l'un de leurs parents en raison du déroulement du procès familial. L'objectif est un protocole de dérivation de ces cas à la médiation familiale dès que se détectent les indicateurs de risque que je parlais, sans qu'il soit nécessaire de suspendre le cours du procès, mais de promouvoir l'action conjointe et coordonnée de tous les professionnels concernés. Pour finir, nous parlerons de l'intervention judiciaire en cas de violence domestique et de genre
pour prévenir les risques pour les enfants et pour la victime. Il existe de nombreux cas où la présence d'éléments de violence psychologique ou psychique ou de troubles graves de comportement au sein des familles indique que l'action judiciaire se réalise de manière coordonnée avec des interventions psychologiques ou éducatives. Même dans les cas où l'emprisonnement de la personne responsable des actes de violence se déroule conformément aux dispositions légales, l'activité menant à la guérison de la maladie, de la toxicomanie ou de la réhabilitation constitue la meilleure garantie pour la victime. Dans diverses sphères des relations sociales, l'importance de protéger la victime est incontestable, tout en veillant à ce qu'elle soit protégée des risques pendant la réinsertion, la guérison ou la stabilisation de la personne qui l'a agressée. Inutilement est plus évident dans les conflits familiaux. Dans ceci, la réalité de la casuistique qui se présente devant les tribunaux exige une nouvelle manière d'appliquer le principe du droit punitif, qui repose sur l'action de réhabilitation pour les agresseurs. Les problèmes découlant de la cohabitation doivent, dans une société utopique, être traités de manière préventive. Le mieux est de procéder à une évaluation précoce par laquelle, après les premiers symptômes, l'existence du germe du conflit peut être détectée. Pour ces raisons, il convient d'avoir des indicateurs à l'école, des indicateurs dans les interventions médicales pour blessures, dans les consultations et les thérapies de couple ou dans l'action policière. Mais lorsque le conflit se manifeste violemment à un stade plus avancé et par un acte délictueux, il ne suffit pas d'augmenter le catalogue des comportements criminels, ni d'aggraver la sanction pénale de ceux-ci, même si cette technique est importante comme renforcement négatif pour l'abandon de tels comportements. Quelque chose de plus efficace doit être fait pour garantir la sécurité de la victime à l'avenir. Il est certainement plus rentable politiquement, devant l'opinion publique, de favoriser l'aggravation des peines dans certains types criminels. De plus, à long terme, bon nombre des auteurs de ces délits n'ont pas la capacité de discernement qui pourrait motiver un changement d'attitude par crainte d'une condamnation plus attendue. Un exemple de ceci, c'est que dans la violence de genre, il y a beaucoup d'agresseurs à qui il importe peu de se suicider ou d'entrer en prison. Ce sont des récidivistes. Dans certains cas, un traitement thérapeutique adéquat à un moment antérieur aurait empêché l'issue fatale. Dans la casuistique médico-légale, il y a une répétition des cas symptomatiques de ce que j'expose et sur lesquels il faudrait réfléchir. Je parle des phénomènes incompréhensibles du détachement des enfants vis-à-vis des victimes et de leur lien avec l'agresseur, car parfois la peine excessive imposée engendre chez les enfants un sentiment de rapprochement et de soutien à celui qu'ils considèrent injustement ou excessivement puni et finalement démunis. De cette façon, ils finissent par accuser la mère, la victime, d'être coupable de la punition que, selon l'opinion des enfants, le père subit sans la mériter. Ce type de cas se produit malheureusement avec une certaine fréquence et révèle que le système juridique n'a pas offert à cette femme l'attention dont elle avait besoin. Il faut souligner que l'imposition d'une sanction pénale sévère et sans équivoque à l'agresseur n'est pas incompatible avec des interventions psychothérapeutiques auprès de tous les membres de la famille susceptibles de sauvegarder l'intégrité des victimes, mais aussi de réintégrer les agresseurs en évitant que les enfants soient
finalement les victimes en direct d'un système qui n'a pas suffisamment veillé à leur intérêt et leur fournissant une assistance psychologique adéquate pour pouvoir distinguer la cause des problèmes et la nécessité que la justice agisse avec rigueur, mais en respectant les droits civils de tous. En conclusion, le plus important, c'est que le paradigme de la justice de la famille ne peut se limiter à l'application technique et rigoureuse du droit. Les intérêts en jeu des personnes vulnérables, des mineurs, des personnes maltraitées, des malades mentaux souffrant des symptômes qui affectent le comportement ou de toxicomanie requièrent une action concentrée des équipes professionnelles pluridisciplinaires. La mise en œuvre des protocoles d'intervention conjoints dans beaucoup de ces cas réduirait la portée des litiges qui consomment de nombreux efforts personnels et matériels. C'est la procédure idéale en cas de violence psychique ou physique, de transferts illicites ou d'enlèvement des enfants, en cas de rupture conflictuelle ou de conflits issus des différentes perspectives idéologiques présentées dans la société multiculturelle actuelle. Mais par-dessus tout, une action coordonnée, inspirée par les principes de la thérapeutique jurisprudence, de la jurisprudence thérapeutique, apporterait une aide précise aux enfants, aux jeunes et aux adolescents qui connaissent des situations de difficultés énormes dans leur vie. Ce serait un pas important vers une véritable justice réparatrice de la famille dans laquelle les victimes, directes ou indirectes, seraient pleinement protégées. Merci beaucoup.